Oui, je vais essayer d'aborder donc une question que j'ai formulée autour du nihil obstat, en se demandant si c'est un sésame pour les internautes militants. Cette question, je l'ai formulée pour démarrer une thèse non aboutie en sciences de l'information et de la communication. Je m'intéressais à ce moment-là aux formes de militantisme sur Internet, et ce qui m'a sauté aux yeux finalement en observant la façon dont la communication s'opère sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, entre l'immédiateté de la communication, finalement, ça franchissait éventuellement de la censure. Alors, je vais essayer de l'aborder vers la fin. On reviendra sur la question de la catosphère, mais je vais démarrer en fait avec deux concepts que vous connaissez certainement. Le premier, c'est la question de l'imprimatur, ou l'imprimatur. Est-ce que ça s'applique ou pas à Internet avec ces trois étapes que sont l'imprimi-protest, le nihil obstat et l'imprimatur. Je vais me focaliser en fait sur le nihil obstat pour voir si rien ne s'oppose ou pas à la publication sur Internet. Et puis, essayer de garder en mémoire la question de la neutralité du net, qui peut être définie de cette façon. C'est une garantie contre toute discrimination à l'égard de la source, de la destination et du contenu de l'information transmise par le réseau. Alors, à partir de là, je vais vous proposer de rester sur un schéma très très simple. Les théoriciens de la communication m'en voudront d'être aussi simpliste, mais c'est pour la proposition de la démonstration. C'est imaginer donc qu'il y a bien évidemment un émetteur et un récepteur, et que on passe par un réseau, l'Internet, qui finalement permet de communiquer par le web, par l'email ou par le FTP pour la transmission des fichiers. On a parfois tendance à confondre notamment ce que c'est que l'Internet et ce que c'est que le web. Avec un internaute source qui peut être explorateur, consommateur, militant, et un internaute destinataire qui lui aussi peut être explorateur, consommateur ou militant. Et ce qui est intéressant, c'est la question de l'autopublication, finalement. Pour du partage d'informations, pour de la vente, si on est dans une relation consommateur, et la promotion d'une cause, si on est plutôt de l'ordre de la militance. Et bien évidemment, du côté de l'internaute destinataire, eh bien, c'est plutôt une recherche, de l'ordre toujours du partage de l'information, de l'achat, si on est dans la consommation, ou de l'adhésion à une cause. Alors, on ne va pas analyser ici tout cela, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir notamment quels sont les principes démocratiques, puisqu'il s'agit de démocratie dans la question qui est posée, qui peuvent conduire cette relation entre, par exemple, ces deux internautes. Et d'une façon générale, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des principes qui sont imaginés en termes de démocratie sur le net, c'est bien évidemment d'abord l'ouverture, la neutralité que l'on a définie tout à l'heure, la liberté, il en a été question ce matin, la gratuité, il en a été question ce matin aussi, et l'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est l'accessibilité à l'information. C'est notamment tout ce qui gouverne aujourd'hui les politiques des États en termes d'ouverture, de gratuité et d'accessibilité de l'information. Alors, une des questions qui se pose par rapport à tout cela, c'est la gouvernance mondiale de l'Internet. Si on devait l'illustrer, c'est notamment la compétition qui est menée entre ICANN, l'autorité qui délivre les noms de domaine, qui est gérée par le secrétariat d'État au commerce américain, et ITU, enfin l'Union internationale des télécommunications, qui est à Genève, qui considère que finalement elle aurait autorité pour gérer l'Internet. Il y a tout un débat actuellement pour savoir où cette gouvernance mondiale devrait se situer, avec un organisme qui pourrait dépendre, pourquoi pas, des Nations Unies, ou qui serait même en dehors du système des Nations Unies. Donc la question est de savoir, dans ce monde parfait, finalement, ici, d'une gouvernance mondiale qui respecte ces principes démocratiques, qui permet à ces deux internautes d'échanger, de partager des informations, est-ce que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent échanger ces informations
à vendre et acheter, ou à promouvoir et adhérer à des causes. Alors certains penseurs pensent qu'effectivement tout cela est fort possible. Je pense à Pierre Lévy qui a parlé d'une nouvelle figure de la cité démocratique en parlant des communautés virtuelles. C'était en 97. Il faisait référence notamment à la cybernétique. Et Tim Berners-Lee, récemment, cette semaine, au moment de la célébration des 25 ans du web, a dit que finalement le web fait de plus en plus partie des droits de l'homme. Donc là, on est quelque part dans un monde parfait où tout se passe très bien, sauf que on peut se poser la question, finalement, amené par ici l'anonymat de l'internaute source et celui de l'internaute destinataire, l'anonymat qui fabrique finalement une forme d'impunité dans la communication. Et tout ça conjugué par l'immédiateté, à la fois chez l'internaute source et chez l'internaute destinataire. Donc rien ne s'oppose à la communication, apparemment, ni l'obstacle, notamment parce qu'il y a cette immédiateté. Mais vient se poser la question de la surveillance. Ça a été abordé ce matin. Et cette surveillance, elle est motivée notamment par la volonté de censure ou de restriction d'accès imposée par certains États. Il suffit de regarder la carte de la censure sur Internet dans le monde pour se rendre compte que ce contrôle est exercé de plus en plus dans certains pays, en Europe par exemple, en Turquie, sur des questions qui concernent les torrents d'information, la pornographie, la pédophilie bien sûr, les médias politiques et les réseaux sociaux. Il suffit de penser notamment au printemps arabe pour se rendre compte combien, et on le sait, l'Internet a joué un rôle important, notamment grâce à la question de l'immédiateté. Alors, très curieusement, une enquête aussi qui date du mois de février, qui dit qu'il y a 57% des Français qui admettent que la surveillance des échanges est justifiée, même si elle nuit gravement aux libertés. Donc ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a une espèce de soumission librement consentie. On est heureux, on est content de pouvoir communiquer sur Internet, mais en même temps, on accepte cette forme de surveillance parce qu'on connaît les risques et les menaces aujourd'hui de la communication sur Internet. Ce qui contredit finalement, d'une certaine façon, l'idée ici de Pierre Lévy, qu'on est dans une espèce de nouvelle cité démocratique et qui peut questionner aussi ce que l'inventeur du web, Berners-Lee, disait cette semaine, que tout cela fait partie des droits de l'homme. Un chercheur suisse donc, a essayé de comprendre cela et il parle des paradoxes de l'Internet. Il s'agit de Boris Bode qui, en ce début d'année, a publié une étude qui conclut que finalement, sur l'Internet, ces paradoxes correspondent à ceci. On peut abolir les frontières dans un monde d'États souverains, libérer la parole dans un monde de cybersurveillance généralisée, abolir la propriété privée à partir d'un pays où tout se brevette, décentraliser dans un monde où les multinationales concentrent de fait les services. Et tout ça, ce sont les contradictions de l'Internet. Mathieu Baudin, un scientifique français, alors lui a dit quelque chose d'assez intéressant aussi récemment en janvier, c'est que finalement, Google, c'est soit le rêve ultime de Diderot et d'Alembert, soit la peur la plus profonde d'Orwell. Donc il faut, en fait, vivre apparemment avec ces paradoxes, ces contradictions avec l'Internet. Alors ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est de voir comment tout cela agit sur la cathosphère. En disant, mais finalement, est-ce qu'on est dans l'ordre de la surveillance ? Le pape François a dit que l'Internet était un don de Dieu. Est-ce qu'on surveille ce don ? Et finalement, ici, je me pose la question du principe de subsidiarité. Je me le pose d'autant plus qu'on est chez les dominicains. Et finalement, le principe de subsidiarité me semble ici intéressant
parce qu'il est facteur de confiance et d'autonomie. Et ce matin, j'ai entendu parler d'empowerment. C'est tout à fait la question, en se demandant si l'internaute source et l'internaute destinataire peuvent être autonomisés dans leur communication, du fait même de l'immédiateté, avec une confiance qui finalement impose de fait le nihil obstat. Rien ne s'oppose à ce que l'on communique. Rien ne s'oppose à ce que cette mise en relation soit effective, comme l'expliquait ce matin le représentant de la commission de la communication sociale, puisque la communication sociale telle qu'elle est définie par un terme efficace, c'est notamment la mise en relation des personnes. Pour Aristote, la cité et le corps intermédiaire, autosuffisant, c'est l'espace politique parfait, ce qui correspondrait finalement à la vision utopique de Lévi sur la cité démocratique. Et je me permets de faire intervenir Thomas d'Aquin, une fois de plus parce que nous sommes chez vous, pour poser la question, de se demander si finalement ce corps parfait, ce n'est pas la personne obligée d'agir dans son milieu social, libre de ses actes et de ses fins parce qu'elle est ordonnée à Dieu. Voilà, c'est avec ceci que je voulais conclure, pour essayer d'imaginer comment la cathosphère pourrait être animée avec des principes connus au sein de l'Église catholique, favorisant l'autonomisation des personnes qui communiquent dans cette immédiateté que suppose l'Internet.